Ça va pour ça? Je vous mets les exemples et on se refait un point de où vous en êtes et si vous avez l'impression d'être toujours paumé, et dans ce cas, je vous fais un truc un peu plus cadré. Ça vous va? Ok. Est-ce que vous vous souvenez, enfin, est-ce que quelqu'un peut me dire ce dont il ou elle se souvient de la théorie de l'alliance de Lévi-Strauss? Ouais. Ce qui vous reste, ouais, je sais, c'était il y a 2 voire 3 semaines. Tabou de l'inceste, on va repartir de là. Donc, ouais, c'est Robin, c'est ça? Je sais pas la semaine dernière. Enfin, c'est pas juste les femmes et les hommes qui se font marcher. À peu près, ça c'est Tabet qui va avoir de ça qu'on va voir tout à l'heure, mais on est un peu dans cette idée-là. Non, du coup, il va y avoir inceste, parce que ça veut dire que tu prends un bien qui t'appartient en fait. C'est ça, non? On n'est pas loin, on est dans la thématique. On est dans la thématique, je vais revenir. Est-ce que les autres qui étaient là s'en souviennent? Oui, ça remonte, hein. Personne? Est-ce que vous avez la sensation, c'est important aussi, hein, si je vous demande, c'est à la fois pour vous faire participer, mais moi c'est aussi pour avoir des feedbacks un peu de qu'est-ce qui a été perçu, reçu, assimilé ou non. Est-ce que vous avez eu des sensations de ne pas avoir compris certaines choses pendant la séance? Ouais. Moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup d'informations sur tout noté et qu'on passait très vite sur chaque information et du coup on avait... Ça faisait beaucoup. Ok, c'est important parce que moi j'ai l'impression, en fait par moment j'ai l'impression que certains d'entre vous ne sont pas assez stimulés et je me dis oh là là j'ai passé trop de temps et je leur ai répété 15 fois la même chose et ils sont chiés. Vous avez eu plutôt la sensation inverse. Ok. Sensation partagée? Oui. C'est ok. Ok. Alors on va pas avoir le temps de reprendre. Merci pour vos retours. Je vais essayer d'en tenir compte autant que possible. Donc on va essayer de revenir un peu. Je vais pas pouvoir tout reprendre évidemment de la séance dernière, notamment sur la parenté. Je vais revenir en tout cas sur la théorie de l'alliance de Lévi-Strauss. Alors, ok. En gros, ce que Lévi-Strauss nous dit, je peux. Parce que par contre, si on se disperse, effectivement, je vais soit être obligée de sauter des choses, soit de passer plus vite. Et du coup, si déjà ça va trop vite pour vous, c'est pas l'idée. Ok, donc, Lévi-Strauss, sa théorie, c'est qu'on a un invariant culturel, donc quelque chose qu'on va retrouver dans toutes les sociétés, qui est un tabou de l'inceste. Ce tabou de l'inceste, il va varier en fonction des systèmes de parenté. Dans certains systèmes de parenté, on va considérer comme incestueux le mariage entre cousins. Dans d'autres, non. Ou dans certains, ça va dépendre du type de cousin-cousine. Donc, par exemple, les cousins en ligne parallèle ou croisée, c'est-à-dire que, par exemple, si je suis une femme, les fils de la sœur de ma mère sont mes cousins parallèles. Je ne peux pas me marier avec ces cousins-là. Par contre, je peux me marier avec les cousins du côté du père, donc avec les enfants des frères et sœurs de mon père. Parce que là, on est en lignée croisée. Croisée sur le plan du genre. Ça va, vous arrivez à suivre jusque-là? Je fais un schéma. Je n'ai pas de craie, c'est toujours très pratique. Comment? Il y en a? Oh, formidable, merci. Donc, vous vous souvenez, schéma... attendez, je vais le faire là, c'est pas grave. Ego, vous vous souvenez de ça? Ego, c'est les schémas de parenté à partir desquels on... Enfin, ego, c'est la personne à partir desquelles on pense les schémas de parenté. Ok? Donc, là, il y a les parents d'Ego. Donc, admettons en fait, Ego est une femme. Là, on va avoir sa mère, son père. Ok, bon, je n'ai pas du tout la place, mais... oui, alors c'est complètement stupide ce que je suis en train de vous faire. Ah bah alors si ça ne monte pas, on n'est pas le plus sorti des remontes. Ça, c'est les volets. La petite... Ben non, j'ai volume.
pas grave. Si je le fais là-dessous, vous voyez quand même quelque chose? Plus ou moins? Yes. Merci. Merci beaucoup. Ok, donc, égaux, on a dit femme, merci. Donc, mère, père. Donc, il y a des frères et sœurs. Hop. Donc là, on va dire hop, hop. Qui vont avoir eu, donc là, par exemple. Ok, donc ça, du côté du père. Le père a un frère, ok, qui s'est marié et qui va avoir eu des enfants. Si Ego est une femme, ce sont ses cousins croisés du côté du père. Il se passe la même chose du côté de la mère. Là, ce sera les cousins parallèles. Ça va? Je n'ai pas besoin de compléter le schéma, vous arrivez à suivre? Ok. Donc, dans certaines sociétés, le mariage entre Ego et ses cousins parallèles est considéré comme incestueux, mais pas avec les cousins croisés. Ok? Ouais. Et du coup, si Ego c'est un homme, c'est l'inverse. Exactement. Ça va? En France, on ne fait pas la distinction. Oui, c'est ça. On n'a même pas les mêmes termes en fait. On dit cousin pour tout le monde, comme vous vous souvenez, on avait parlé un peu de ça aussi, des différents termes qui, dans certaines sociétés, on ne va pas avoir les mêmes termes pour décrire les oncles et les tantes par mariage, du côté du père, du côté de la mère, les grands-parents du côté maternel et paternel, etc. Nous, on ne fait pas la différence en fait. Mais il y a des sociétés qui font la différence et c'est des différences vraiment importantes. Ok ? Et donc chez Lévi-Strauss, c'est très important pour ce qu'on va aborder après. Ça va jusque-là? Ok. N'hésitez pas, je vous le dis, je sais que c'est difficile, mais vraiment c'est un exercice aussi que je vous invite à faire avec quelqu'un comme moi qui est vraiment disposé à être interrompu pour la bonne cause, à savoir que vous compreniez ce qui se dit. N'hésitez pas à vous exercer à dire en fait ça va trop vite. Parce que vous vous rendez service à vous-même en apprenant à le faire. Je ne sais plus si je vous ai dit ça, mais moi en master de bio, ça m'est arrivé plein de fois d'avoir l'impression d'être toute seule à papiger et où en fait après il y avait la moitié de mes collègues qui venaient me voir me dire « Ah merci, parce qu'en fait j'étais larguée aussi ». Donc dites-vous que souvent quand vous êtes larguée, vous n'êtes pas les seuls et qu'en osant le dire, vous rendez service à plein de monde. Moi vraiment, je suis pas là, je suis là pour transmettre et de manière aussi claire et vivante que possible. Donc ça veut dire connecter avec nous. Ok ? Du coup, j'en étais où dans mon histoire? Donc, chez Lévi-Strauss, l'interdit de l'inceste est un interdit de mariage, pas un interdit de rapport sexuel. Point important. Et il a eu, pour plein de raisons, mais il n'a pas fait la distinction entre les deux. Parce qu'il est dans une perspective qu'on appelle formaliste, il s'intéresse aux règles officielles et pas aux pratiques réelles, d'une part, et parce qu'il a grandi dans une société où encore il y avait une sorte de consubstantialité entre les deux, où on a l'héritage biblique, où tout rapport sexuel en dehors du mariage est une saloperie condamnable et n'a pas lieu d'exister. Bon, il l'a vécu aussi post-mai 68, mais n'empêche, il a grandi dans une société où encore globalement, les rapports sexuels, officiellement, en tout cas, c'est ce qui se passait dans le mariage. Évidemment que dans les faits, déjà au début du XXe siècle, c'était bien plus compliqué que ça, notamment via les violences sexuelles, mais ce n'est pas du tout une problématique à laquelle il s'intéresse, on va revenir dessus. Ok ? Donc, pour Lévi-Strauss, ce tabou de l'inceste, je vous l'ai dit, je pense, vous savez qu'un interdit, en creux, c'est aussi une prescription, toujours, et vice-versa. Le tabou, l'interdit de l'inceste, c'est une prescription d'exogamie. C'est donc de se marier en dehors de son groupe de parenté. Donc là, dans ces contextes-là, on va généralement considérer que les cousins parallèles, si je reprends cet exemple-là, les cousins parallèles appartiennent à mon groupe de parenté, pas les cousins croisés. Ceci est le cas dans certaines sociétés, d'accord ? Pas dans toutes. Ça varie. Je vais revenir, il y a certaines sociétés aussi qui occasionnellement ont même toléré le mariage entre frères et sœurs, etc. Ok ? Pardon.
Donc, prescription de l'exogamie, est-ce que quelqu'un se souviendrait à tout hasard de l'explication qu'il donne à ce phénomène-là? Pourquoi on aurait ça dans toutes les sociétés? Donc, encore une fois, avec des variations, mais il y a, vous vous souvenez, je vous ai donné, je crois, la métaphore un peu de la recette d'un gâteau, par exemple, où on va retrouver un peu les mêmes fondamentaux, mais après, on peut mettre plein de saveurs différentes dedans. On peut mettre du chocolat, Pardon, j'ai passé une semaine à bosser, à parler que en anglais, donc d'être un peu lost in translation. Ok, là c'est un peu la même idée, vous allez avoir une base, c'est le même principe, mais qui va varier d'une société à une autre. Est-ce que vous vous souvenez de l'explication qu'il en donne? C'est important pour la suite. Non, c'était une timide levée de main. Vous pouvez me rappeler votre nom? Ewen. Je ne sais pas si... Enfin, je ne me rappelle pas de ce qu'il avait dit, mais c'est pas un peu dans un but de faire perdurer la population de la société, enfin, typiquement, si elle se reproduit au sein d'une famille, elle va pas loin la population. Alors lui, il n'a pas du tout... Vous voulez dire en termes génétiques, quelque chose? Ouais. Il n'a pas du tout cette explication-là, pour le coup, mais c'est une explication courante. C'est pas le truc aussi pour des questions de richesse, enfin, le fait de sortir de sa forme, de ce qu'il appelle famille, ça permet d'enrichir la famille en question. Alors, il y a effectivement un lien, enfin, de sortir... il y a deux choses, en fait. Il y a que pour lui, la base de la société humaine, c'est l'échange. Et donc, du coup, de ne pas rester en vase clos. Là, je vais revenir, parce que pour lui, cet échange est intrinsèquement un échange de femmes. Il n'est pas capable de le concevoir autrement que ça. Okay, mais il y a aussi l'idée de division sexuelle du travail, que ceci fonctionne de cette manière-là, parce que les sociétés sont organisées sur la base pour assurer la dépendance entre les femmes et les hommes. Et donc, cette règle d'exogamie, elle est basée aussi, elle est fondée, en fait, sur le fait que les femmes et les hommes n'aient pas les mêmes rôles sociaux, fassent pas le même travail, et que les travaux respectifs des uns et des autres, on va y revenir aussi après, cette division sexuelle du travail, en fait, elle est complémentaire. Et donc, une société a besoin à la fois de femmes et d'hommes, et qu'on retrouve ça à l'échelle du foyer. Donc, il faut qu'on associe une femme et un homme, ok, mais que, effectivement, ça doit se faire à l'extérieur de la parenté, parce que la base de la culture, pour lui, c'est l'échange. Et donc, pour lui, cet échange, l'échange de l'exogamie, c'est un échange de femmes. Sous-entendu, ce sont les hommes qui s'échangent des femmes, et ceci est la base de la culture. Ça va jusque-là? Ça, c'est sa théorie, ok? Donc, vous comprenez bien que dans cette théorie, le fondement de la culture, c'est que les femmes soient des objets à échanger. Oui. C'est pas le concept aussi de tutelle, qui a place du tutelle de son père, enfin, en gros, une fille qui a du tutelle de son père, du tutelle de son mari. Alors oui, il y a de ça. Lui, il s'intéresse pas... Enfin, en fait, ça va plutôt être des féministes qui vont avoir pointé du doigt ce phénomène-là, où les femmes sont en fait appropriées, et notamment dans le mariage. Et c'est par exemple très visible dans le mariage chrétien, où le père amène la fille à l'autel et puis fait la passation effectivement au mari, donc au nouveau propriétaire en fait. Mais lui, il a une vision très acritique. Alors attendez, je vais retrouver... Ah, mais je n'ai pas du tout mon PowerPoint ouvert. Pardon, hop. Est-ce que là, vous l'avez? Oui. Ça va jusque-là? Donc, règles de mariage, toc, échange en mariage, là je vous ai tout dit. Donc, je voulais, mais c'est après. Comment? Ça y est déjà. Oui, pour info, pardon, j'ai repris mon PowerPoint, je vous l'avais dit, je reprends mes PowerPoint après les séances, donc là c'est la nouvelle version, donc si vous avez téléchargé l'ancienne, reprenez celle-là. Je suis en train de vous chercher, où est-ce qu'il a mis, mais je vous le retrouve pas. Ah
où il nous dit que les femmes doivent être échangées comme des cygnes. L'émergence de la possession. Ah, voilà. Non, toujours pas. Pardon, hein, je suis en train d'essayer de vous chercher, je comprends pas pourquoi il n'y est pas. Structure même personne. Ah, c'est ça, voilà. L'émergence de la pensée symbolique devait exiger que les femmes, comme les paroles, fussent des choses qui s'échangent. Ok? Donc, de la même manière que la communication, voilà, si on a des mots qui ne servent pas à communiquer, bah, c'est la mort de la communication. Bah, si on a des femmes qui ne sont pas échangées, bah, c'est la mort de la société. Ok? Je veux dire, littéralement, c'est ça, hein, la base de sa pensée. Ok? Et globalement, lui, ce qu'il nous dit, c'est « Ah, mais si on n'a pas ça, c'est le chaos absolu. » Je vous l'ai mis quelque part, je vais y revenir. Bon, ah, voilà. Donc, sans échange des femmes, aucune société ne se maintiendrait. Preuve, oh bah non, il n'en a pas besoin, c'est un homme blanc hétérosexuel de classe supérieure, ma foi, tout ce qu'il dit est parole d'évangile, n'est-ce pas? Ok? Alors, donc on va revenir là. Donc, les deux grandes critiques là sur lesquelles on va revenir aujourd'hui à la théorie de l'alliance sont que les femmes sont réduites au statut d'objet échangé, et donc ce statut est considéré comme la condition sine qua non de la culture. Donc vous comprenez bien que les femmes, vous vous souvenez ce qu'on a dit au deuxième cours, les femmes, inexorablement, elles ne peuvent pas être à la fois objet et sujet de la culture. Ok? Donc ça nous renvoie fatalement en dehors de la culture, donc en dehors de l'humanité, renvoyé à la nature, voire chosifié. De toute façon, c'est plus ou moins la même chose dans les mentalités patriarcales. Ça va jusque-là? Ok. Et l'autre point qu'on va voir aujourd'hui, c'est que c'est son rapport à la théorie de l'inceste. Alors, je pense, on n'a pas vu, il me semble, on s'était arrêté là, le fait qu'il faut toujours interroger, avant d'aller plus loin, le contexte à la fois historique, disciplinaire et individuel d'une pensée théorique. Ça, c'est une des choses, par exemple, pour le devoir final, c'est une des choses que vous pouvez faire, c'est aller prendre un texte que vous avez lu et où vous trouvez qu'il y a des biais soit androcentrés, soit ethnocentrés, ou les deux, et que vous interrogez le contexte, d'accord? Vous dites, bah voilà, cette personne-là, elle parle de tel point de vue, de telle position sociale, et voilà en quoi j'estime que ça explique l'explication théorique qu'il ou elle propose, et les désaccords qu'il y a avec tel autre théoricien ou théoricienne, ok? Donc, dans le cadre de Lévi-Strauss, si je reprends ces trois points-là, historique, ben, Lévi-Strauss, il ne s'est pas encore dépêtré de tous les enjeux historiques de l'anthropologie, donc on vous en a parlé, tous les biais ethnocentrés, l'histoire coloniale, etc. Et puis toujours cette espèce d'orientalisme, de fascination un peu pour les rapports sociaux, enfin les rapports de genre, et en particulier la sexualité des autres. On est quand même là-dedans, avec toujours, même s'il se défend de défendre une sorte de supériorité de l'Occident, etc. Mais malgré tout, il y a toujours une vision de... Bon, c'est l'autre qui reste à expliquer, en particulier sa sexualité. Il est quand même imprégné de ça, il ne faut pas l'oublier. Que par ailleurs, je vous l'ai dit, il a fait très peu de terrain, donc il y a beaucoup de ses travaux qui sont basés en fait sur des données secondaires qui ont été rédigées par des administrateurs coloniaux, etc. Donc il ne faut pas oublier ça. Disciplinaire, il y a aussi des enjeux très forts à se distinguer, donc notamment dans la perspective qu'il prend, et d'essayer d'aller expliquer les grands principes, les grandes lois, en fait. Il a cette aspiration-là, hein, d'expliquer les grandes lois du fonctionnement des sociétés. Il y a un enjeu aussi à se distinguer de la sociologie, d'accord, et à être un peu, vous voyez, comment dire, la grande figure phare de sa discipline qui explique les grandes lois sociétales, et un petit peu à être le Durkheim de l'anthropologie, si vous voulez, d'accord.
Ça, c'est important. Je pense que je vous en ai déjà parlé un petit peu ici, mais n'oubliez pas que dans les théories qui naissent, il y a aussi des enjeux d'ego. Je vais aller trouver, moi, mon petit concept qui va me faire remarquer, qui va d'ailleurs me permettre aussi de tuer le père. Ça, il y a eu, je pourrais vous en reparler, mais notamment avec des anciens disciples de Bourdieu suite à des disputes, etc. On parle de la théorie critique à la théorie de la critique, enfin la sociologie critique à la sociologie de la critique, etc. Derrière, il y a des histoires interpersonnelles et puis des enjeux d'ego. N'oubliez pas que les théoriciens et théoriciennes sont aussi des acteurs et actrices sociaux, d'accord, et qui sont pris dans des enjeux liés à un champ donné avec des enjeux disciplinaires. Ça va? Vous arrivez à me suivre? Encore? Ouais? Tout va bien? N'hésitez pas. Et le dernier point, c'est individuel. Là, j'aimerais vous lire d'ici. Bon, c'est pas du tout l'ordre dans lequel j'avais pris. Bon, je l'ai pas là, mais ce qui explique Dorothée Ducy, c'est qu'il faut pas oublier donc que Claude Lévi-Strauss c'est donc un homme, et puis un homme bien de son époque, qui lui-même s'est remarié 3 fois dans un contexte où c'était encore moyennement bien vu, et que dans ses explications aussi sur le mariage et le rapport aux femmes, etc., il est possible que quelque part il est plus ou moins consciemment, mais qu'il ait été mu par le désir de légitimer sa propre trajectoire, et que sur l'inceste en particulier, le monsieur était un lecteur assidu de Playboy, et que notamment, voilà, avec tout ce que ça implique, c'est que là, Playboy, tout le monde voit? Ouais. C'est un magazine pornographique qui était quand même dirigé par un homme extrêmement misogyne pendant longtemps, et où dans un de ses bouquins, je ne sais plus dans lequel, mais Lévi-Strauss cite une blague qui est tirée d'un courrier du lecteur de Playboy. Ça veut dire qu'il ne se contentait pas de les feuilleter vite fait, quoi. Il était lecteur assidu, à savoir incest is fine as long as it's kept in the family. L'inceste, c'est ok à partir du moment où ça reste en famille. Voilà. Ouais, mais c'est important. Voilà pourquoi, et là j'en discutais parce que j'ai discuté un petit peu, notamment de ma slide précédente avec une collègue sociologue, et qui me disait, en fait c'est super important, moi quand j'ai été formée, Lévi-Strauss il était intouchable, ce que tu fais c'est super important. En fait, il ne faut pas oublier que les théoriciens sont donc des êtres sociaux de chair et de sang, et pris dans des rapports de pouvoir définis. Ok ? Et ça, là, cette espèce de déconstruction un peu de qui sont les individus derrière les théories que je suis en train de vous faire, par exemple, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire et que je vous invite à proposer pour votre travail final. Ok ? C'est un des exemples, mais ça peut carrément être quelque chose. Ok ? Allez creuser. Qui sont les personnes ? On n'est pas des êtres de pensée abstraite, pure. On n'est pas hors sol. Ok ? Ça va vraiment être. J'espère qu'on va quand même avoir le temps de faire un peu de féminisme matérialiste aujourd'hui. Donc là-bas, justement, c'est un texte qui est extrait. Pardon. Ok. C'est un texte qui est extrait c'est un extrait d'un texte de Gestin et Mathieu, donc qui sont deux analystes, deux théoriciennes féministes matérialistes. Donc là, elles nous disent, donc la fameuse phrase, elles nous disent la phrase est violente, celle que je vous ai lue tout à l'heure. L'émergence de la pensée symbolique devait exiger que les femmes, comme les paroles, fussent des choses qui s'échangent. La phrase est violente, sachant que le dessein de l'auteur est d'atteindre le système vrai, les règles de fonctionnement de l'esprit humain, et qui nous dit donc encore une fois que ceci est le fondement de la culture dans l'intégralité des sociétés humaines, donc le fondement de ce qui fait de nous des humains à part entière. Okay ? Et alors le monsieur en plus s'énerve, parce que quand on lui dit ouais enfin pardon, mais genre bof en fait, de nous réduire à des choses à échanger, ça nous plaît moyen.
Le mépris, je vous donne la parole juste après, ok? Le mépris, il leur dit que des lectrices alarmées de se voir réduites au rôle d'objet d'échange entre des partenaires masculins se rassurent. Les règles du jeu seraient les mêmes si l'on adoptait la convention inverse, qu'ils n'adoptent pourtant jamais, hein, dans ses écrits, faisant des hommes des objets d'échange entre des partenaires féminins. Quelques rares sociétés d'un type matrilinéaire très poussées ont, dans une certaine mesure, formulé les choses de cette façon, mais dans tous ses écrits précédents, il les cite à chaque fois comme des contre-exemples qui, en réalité, ne sont pas vraiment des contre-exemples, qui, finalement, corroborent sa théorie. Okay, alors, attendez, je vais finir après peut-être mon idée, mais c'est Ewen, c'est ça? Ouais. Est-ce que dans il publie le produit des sociétés et tout, c'est l'échange, et dans ce qu'il a écrit, c'est beaucoup l'échange des femmes. C'est le seul exemple qu'il a pris d'échange, ou il en a pris d'autres, je sais pas, de nourriture, non? Il va s'intéresser à d'autres dynamiques d'échange, mais c'est vraiment pour lui, c'est celui-là, c'est cet échange-là qui est le fondement des sociétés. Mais il y a quand même l'idée, si vous voulez, c'est l'archétype de l'échange qui fait ce que nous sommes des êtres sociaux, c'est de ne pas rester enfermés sur nous-mêmes. Et donc c'est ça qu'il dit, c'est ce qui nous fait humains, c'est de créer de l'interdépendance qui va nous obliger à échanger, donc notamment entre les femmes et les hommes. Et c'est pour ça qu'on aurait créé la division sexuelle du travail, parce que ça nous oblige en fait à être en lien et donc à partager, à mettre en commun et à échanger. Par exemple, voilà, je vous donne les hommes vont avoir fait la chasse et puis les femmes vont préparer les trucs à manger. Et donc il y a, si vous voulez, l'échange de bons procédés, à échanger des services qui créent l'interdépendance et qui permettent de créer de la cohésion sociale. Et moi, ce que je vous avais dit, j'ai fini là-dessus, mais il était donc probablement proche de 20h15 et vous deviez en avoir ras-le-bol. Et donc vous avez, voilà, piqué, ça date un peu. Mais ce que je vous disais, c'est que pour moi, il y a quelque chose de très tautologique là-dedans. C'est après tout, pourquoi il y a, si on se rattache à une histoire plus longue que celle de l'humanité, il y a des espèces où les individus vivent solitaires et qui vivent quand même. Après tout, quelle est la nécessité de vivre en communauté, en fait? Vous voyez? Pour moi, cette théorie, elle explique éventuellement comment on s'est organisé pour maintenir la dépendance, mais pas le pourquoi cette interdépendance, elle serait nécessaire. D'accord? Et c'est là-dessus, pour moi, que les féministes notamment les féministes matérialistes, vont avoir permis de dépasser cette explication que moi je juge tautologique. Ok? Donc, mais voilà, que je vous donne cet exemple-là parce que, vous voyez, on a une sorte de récursivité, en fait, de sa perception des femmes où c'est un peu pervers et compliqué. Vous allez me dire si vous arrivez à comprendre ce que j'essaie de vous expliquer. C'est qu'à la fois, il est en train de se défendre d'être sexiste, mais dans la forme, il le fait de manière extrêmement méprisante. Là, bon, qu'elles arrêtent de s'alarmer, ces hystériques, qui poussent des cris d'orfraie, enfin, allons bon, si vous étiez un peu moins con et que vous me lisiez avec un peu moins de mauvaise foi ou de bêtises, que sais-je encore, vous auriez compris que depuis le début, c'était pas ça que je voulais dire, alors qu'évidemment, quand, on dirait Macron pendant la pandémie du Covid, vous voyez, non, j'ai jamais dit ça. Et puis il s'énerve, le bougre. Combien de fois me faudra-t-il répéter qu'il est indifférent à la théorie que les hommes échangent les femmes ou bien l'inverse? Tout le reste de ce qu'il a écrit, c'est l'échange des femmes. Ok, ok, on va poursuivre. Attendez, je check l'heure. Je n'ai pas l'heure. Je vous fais des contre-exemples quand même, ça vous intéresse? Ouais. Donc, ce que certaines anthropologues vont avoir mis en évidence. Ok, je pense qu'à la fin du cours, je ferai un sondage avec vous parce que je ne vais pas du tout avoir le temps d'aborder jusqu'à la fin du semestre tout ce que j'avais prévu d'aborder avec vous. Donc, je ferai un petit sondage de ce qui vous intéresse le plus. Cela dit, pardon, je fais complètement une coupure, mais j'aimerais savoir, parce que moi, ça me paraît très court, 6 séances pour un CM. Est-ce que, en général, vous avez l'impression, dans les cours magistraux que vous avez, d'avoir le temps d'approfondir un peu les sujets Est-ce que c'est toujours le format que vous avez? C'est 12 heures? Il y a un seul format, puis c'est divisé en deux. On a un cours par semaine, mais ça change de temps au milieu.
Dans vos yeux optionnels? C'est le format le plus classique. Ça, c'est votre format classique. Oh, je trouve ça très très court, quoi. Même pour une intro, enfin, je veux dire... Ok. Ah non, moi j'ai jamais fait de 6 heures à Poitiers. Ah oui, moi j'ai été très surprise aussi que ce soit... Ok. Bon, de toute façon, c'était un peu par curiosité, mais il va bien falloir que je m'y adapte. Ok, je ferai un petit sondage en fin de cours, d'accord? On revient à la thématique. Ça va jusque-là? Est-ce que le rythme vous semble plus... C'est pas trop lent, là, du coup? Ouais? Ok. Parce que moi, j'ai l'impression de... Mais ok. Ça va. Donc, là, vous allez avoir... Donc, parmi les critiques qui vont lui avoir été faites, c'est d'être passé à côté... alors, soit de méconnaître certaines sociétés, soit d'avoir analysé certaines sociétés qu'il analysait bien de manière androcentrée, donc en n'étant pas capable de penser les dynamiques concrètes de cette société-là autrement qu'en termes de femmes échangées. Ok? Encore une fois, où il sous-estime pas protagonisme en français, mais l'agentivité des femmes dans ces sociétés-là. Voilà, en tout cas d'avoir donc de ne pas être capable de se dépaître de cette vision-là, tout en s'en défendant notamment après l'émergence des mouvements féministes dans les années 70 qui lui ont fait des critiques, mais sans pour avoir autant révisé en tant que telle sa théorie et être allé analyser des exemples un peu différemment. Donc Chantal Collard, elle considère qu'il est incapable de voir les femmes autrement que comme les objets échangés, de ne pas pouvoir les considérer comme les agents de l'échange. Okay, et elle donne des contre-exemples. Donc, par exemple, au Cameroun, on a les guidards. Donc, c'est effectivement une société qui est patrilinéaire, mais où vous avez à la fois de la polygynie et de la polyandrie. D'accord? Donc, ça veut dire qu'à la fois les femmes et les hommes peuvent avoir plusieurs conjoints, époux-épouses. Ok? Et pour elle, effectivement, on est bien dans les premiers mariages, dans une dynamique d'échange des femmes, mais dans les mariages secondaires, où il y a beaucoup plus de liberté, notamment des femmes, et où elles vont choisir leur conjoint, en fait, en fonction de leurs amitiés féminines. Okay? Donc, où elles vont avoir un rôle d'agente, de protagoniste à part entière dans les choix de conjoint. Ouais. Quand vous dites que c'est les amitiés féminines, c'est par rapport au conjoint ou... En fait, elles vont, en gros, en fonction de leur affinité avec d'autres femmes, c'est ça qui va... C'est dans les femmes des autres, si mon conjoint il est avec il est pote avec un copain qui a des copines qui sont chouettes... En fait, elles vont se mettre avec le frère de leur meilleure copine. Ah oui. Voilà, en gros. Et du coup, c'est une manière de resserrer le lien, de créer, si vous voulez, de la parenté par l'alliance avec leur meilleure copine. Mais c'est ça l'idée. Ça va? Ouais. Voilà, donc un contre-exemple. On a aussi, donc, il y a plusieurs sociétés. Ça va? Question? Ok, merci. Elle considère aussi que dans certaines sociétés, à la fois matrilinéaires et matrilocales, ça c'est clair, tout le monde l'avait un petit peu vu, on reprend. Matrilocal, ça veut dire qu'après mariage, les conjoints vont s'installer dans la famille de la mère. On parle aussi de toutes ces matriuxori locales. Je vais pas rentrer dans les... Et donc patrilocale, c'est on s'installe dans la famille. Qu'est-ce que j'ai dit de l'épouse? Je ne sais plus ce que j'ai dit. Je vais reprendre. Je crois que j'ai dit une connerie. C'est bon? Ok. Donc patrilocale, c'est que les jeunes époux vont aller s'installer dans la famille du mari. Ok? Et ça, c'est vraiment une des choses structurellement qui est très déterminante. Généralement, ça dit souvent beaucoup de la liberté que vont avoir les femmes dans une société donnée. Généralement, si vous n'avez pas trilinéaire et pas trilocal, on va avoir très peu de liberté des femmes. Et les sociétés, j'espérais avoir le temps de voir ça avec vous, mais dans les sociétés où il y a une vraie différence en termes de à la fois liberté matérielle concrète et du statut idéologique des femmes,
ça va être dans des sociétés qui sont à la fois matrilinéaires et uxori ou matri-uxori locales. Okay. Donc, ce qu'elle reproche à Lévi-Strauss, c'est d'avoir effectivement identifié certaines sociétés, mais où pour elle, on est dans une dynamique pratiquement inverse, où il y a le prix du fiancé, donc où c'est en gros la famille de l'épouse qui va payer pour leur trouver un mari, et que pour elle, c'est les femmes qui seraient actrices de l'échange de, je vais mettre de l'achat, je mets des 12 000 guillemets à ça, alors que pour Lévi-Strauss, lui, il le voit plutôt comme, vous voyez, notamment un peu comme la dot, quoi, une indemnisation qui serait faite à la famille du mari. Ok, merci de bien vouloir prendre ma fille. Effectivement, la dot, c'était un peu ça. Hein. C'est notamment dans des sociétés où les femmes sont, je veux bien, considérées comme improductives, ce qui ne veut pas du tout dire qu'elles le sont, mais considérées comme improductives. La dot, c'était une forme d'indemnisation de la famille de l'époux. Lui, il n'est pas capable de le concevoir autrement, alors que, je vous donne la parole, dans ces sociétés-là, ce que Collard estime, c'est que c'est bien le fiancé qu'on acquiert. Ok? Oui. Parce que la dot, c'est. Je ne sais pas si c'est pas bien à moi, je pense, mais c'est aussi quelque chose pour que la famille du mari vienne à la famille de la mariée pour que, en gros, si jamais il y a quelque chose au mari, elle puisse répondre à ses besoins de besoin des futurs représentants. Alors, en fait, il y a ce qui a été renommé après, on avait parlé avec, j'ai un trou de mémoire là, mais longtemps a été nommé le prix de la fiancée, et la dot, c'est pas la même chose. En gros, on a un cas. Vous pouvez me répéter votre interprétation? Il y a. Je m'excuse quand même. C'est une dot que je connais de la famille, où en gros, c'est la famille du marié, ou de l'homme, qui va donner à la famille de la femme de l'argent, mais en gros c'est de subvenir aux besoins de la femme si jamais l'homme vient à mourir. Parce que en gros c'est la femme, elle doit pouvoir vivre son vie et tout ça. Alors, je vais vérifier que je ne dise pas une bêtise, mais pour moi ça, on est dans ce qui ressemble, enfin pour moi la dot c'est l'inverse. C'est quand c'est la famille de la mariée qui donne à la famille du marié. Et l'inverse, c'est prix de la fiancée. Il me semble qu'en anthropologie, normalement, c'est ça qui diffère. Mais si vous voulez, pendant la pause, je vérifie que je ne vous dise pas une bêtise. Pour moi, c'est ça qui différencie les deux. Mais il me semble qu'effectivement, souvent, il y a confusion entre les deux. Donc, je crois qu'il y en a qui sont déjà en train de vérifier. On continue. On fait la pause. Quelle heure il est ? C'est la famille du mari. Ok. Autant pour moi. Ok. Donc, vous avez entendu, vraisemblablement, c'est moi qui me trompe, mais alors il faut que je retrouve ça un autre nom. Dites-moi, c'est bon. Mais il me semble que c'est pas le même terme, normalement. C'est ça qui me met le doute. Écoutez. Non, si, ça vient de... Ce que je vous propose, c'est que je vérifie pendant la pause, comme ça on avance. Ça vous va ? Donc, notez en rouge, point d'interrogation, machin, vous revenez dessus parce qu'il se peut que je me plante, donc je vérifie ce que je vous dis. Ça va ? On avance ? J'aimerais bien qu'on finisse sur le tabou de l'inceste et on fait la pause après, ok ? Ce que je vous propose, c'est d'avancer là-dessus. On a d'autres, vous pouvez aller regarder, il y a d'autres contre-exemples, d'accord ? Qui montre que Lévi-Strauss, encore une fois, en s'intéressant pas et en refusant catégoriquement, parce que sa perspective à lui, c'est « moi, je m'intéresse aux règles officielles et pas à ce qui se passe en vrai », finalement, ça lui permet très avantageusement, en fait, de s'intéresser à ce qui se passe en vrai de manière tout à fait à deux vitesses, en fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, par exemple, ça, je vous avais dit... À la fois, il dit non, mais moi, je ne m'intéresse pas à ce qui se passe pour de vrai. Ce qui m'intéresse, c'est les règles et machin. Mais à côté de ça, il y a un moment où il nous parle d'un homme célibataire
Il dit mais c'est vraiment terrible, il était dans une situation affreuse, le pauvre, il était exclu dans une misère absolue. Il utilise lui-même dans ses textes de manière tout à fait indifférenciée le mot fille et femme. D'ailleurs, il nous fait un oxymore extraordinaire à un endroit que j'avais noté où il nous dit une fille adulte, je crois, quelque chose comme ça. Je vais essayer de vous le retrouver. Double standard, mélange, priorité masculine, où est-ce que je l'ai mis? Comment? Non, il n'y avait pas une autre question. Ah, la femme de manière indifférenciée. Les filles adultes de la classe correspondant à la leur. Alors que quelques pages plus loin, il pointe du doigt l'oxymore un peu absurde auquel aboutit la permutabilité des termes garçon, jeune homme et célibataire. Donc vieux garçon et vieux jeune homme pour dire vieux célibataire. Alors qu'à son époque, c'était déjà beaucoup moins en usage en fait de parler de vieux garçon que de vieille fille. Ok? Donc, vous voyez, c'est ce système à double vitesse où je m'intéresse à la réalité des faits sociaux en fait de manière tout à fait opportuniste en fonction que ça va dans mon sens ou non, d'accord? Et que encore une fois, il y a certaines sociétés dont il avait connaissance qui mentionnent, mais son interprétation en fait n'arrive pas à se dépaître de en fait sa propre perception des femmes, d'accord? Il projette, donc c'est à la fois une projection androcentrée et ethnocentrée sur d'autres sociétés. Ok? Ça va? Oui. Est-ce que les autres personnes qui critiquent sont des hommes ou des femmes? Enfin, pour savoir s'il y a des gens qui ont aussi critiqué ces projets ou pas. Assez modérément. Assez modérément. Alors, il y en a eu après, mais clairement, et d'ailleurs, c'est quelque chose, je pense qu'on n'aura pas le temps de le voir aujourd'hui. Pendant la pause, je vais réfléchir à comment j'arrive quand même à vous faire les liens, parce que je voudrais vraiment voir le féminisme matérialiste avec vous, parce que je pense que c'est vraiment, et notamment pour vos rendus finaux, je pense que c'est une grille de lecture que vous allez pouvoir appliquer à peu près n'importe quel sujet, et que je tiens vraiment que, enfin, je veux que vous puissiez repartir avec ça. Avec une réflexion sur c'est quoi la différence entre une pensée matérialiste et une pensée idéaliste. Et ce qu'on est en train de faire, je suis déjà en train de vous exercer à ça, mais je veux que vous connaissiez les grandes penseuses. En gros, globalement, ce que vont nous dire les matérialistes, c'est un peu ce que je vous disais, c'est d'où on parle. Peut-être que ça, c'est des choses que vous entendez plus dans les milieux militants ou même sur des comptes Instagram que vous suivez, ou d'autres TikTok, etc., que vous suivez, c'est d'où tu parles. Et c'est un peu ça qui se pose. C'est en fonction de la place qu'on occupe dans la société, on va pas avoir les mêmes choses, à la fois parce qu'on ne s'est pas construit au même endroit, mais parce qu'on n'a pas les mêmes intérêts à voir. Si je vous le dis d'une manière un peu triviale, c'est il n'y a pas plus aveugle que qui ne veut pas parce que n'a pas intérêt à voir. Ok? Alors, tout sur l'inceste. Alors, là aussi, on a des contre-exemples empiriques, d'accord? Pas seulement sur l'échange, il existe des contre-exemples empiriques qui sont superbement ignorés par Lévi-Strauss, ou alors il les mentionne en disant « Oui, bon, ça va exister, mais c'était un peu l'exception. » Alors, soit vous avez des choses à dire en lien avec le cours et je serais ravie que vous les partagiez, soit je veux bien que vous teniez encore 7 minutes de plus qu'on finisse, ok? Voilà, enfin, qu'on finisse avant la pause. Ok, donc, il existe bien des contre-exemples. Donc, par exemple, on avait des mariages entre frères et sœurs dans l'Égypte antique, chez les Iraniens, Iraniennes mazdéens, ou encore, on avait la possibilité de mariage à la demi-sœur, donc utérine, du côté de la mère à Sparte, ou agnatique, donc c'est-à-dire du côté du père à Athènes. Ça, c'est dans le texte de journée que je crois que je vous avais mis normalement pour la séance 1. Bon, je vais vous passer sur les autres trucs, les réflexions un peu méta que je m'étais faites. Mais donc, pour moi, il n'y a pas besoin d'aller aussi loin. Déjà, par exemple, en France, notamment en Normandie, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, notamment chez les fermiers, il n'était pas rare que, à la mort de la mère, le monsieur se remarie avec l'une de ses filles. Non. Mais alors, oui.
On avait, exactement, voilà. Vous avez d'autres exemples dans les familles royales. Comment? C'est une famille à Paris, je sais plus son nom, mais qui est très connue pour être très incestueuse. Ah oui, très incestueuse. Donc, des contre-exemples, il en avait et notamment dans la loi biblique aussi. Et là, bon, je vais voir comment je vous le lis. Je vais réfléchir à comment... parce que l'exemple de Sodome et Gomorrhe est absolument fabuleux, mais je crois que je vais finir après. Donc, comme je vous disais, en fait, il fait un amalgame entre l'interdit de l'inceste comme alliance matrimoniale et l'interdit de l'inceste comme pratique, comme rapport sexuel, en fait. Lui, il amalgame les deux. Mais même comme alliance matrimoniale, on a des contre-exemples, donc notamment dans la Bible. Je vais y revenir. Allez, on va finir sur du si, je pense. Ouais, on va finir... Ok, on fait une pause là-dessus. En gros, ce que Dorothée Ducy lui reproche... Donc Dorothée Ducy, elle a écrit un bouquin qui s'appelle Le berceau des dominations, qui porte sur l'inceste. Et il faut savoir que elle a vraiment eu, notamment en France, les personnes qui ont bossé sur l'inceste dans le cadre universitaire ont été hyper marginalisées, hyper stigmatisées. Enfin, elle en a vraiment... ça a été un parcours de la combattante pour pouvoir soutenir sa thèse. Et donc, en gros, elle... Ce qu'elle reproche à Lévi-Strauss, donc encore une fois, c'est son formalisme. Elle dit l'intérêt pour ce qui doit être, au lieu de regarder, en fait, elle dit, en fait, au détriment, mais même au mépris de ce qui se passe vraiment, participe d'une forme de mystification, d'écran de fumée, en fait, à ce qu'est l'inceste réellement. Elle nous dit, en fait, dans la vraie vie, la famille, c'est l'endroit où les enfants sont le plus exposés à subir des violences sexuelles. Sur les violences pédocriminelles, l'écrasante majorité, pas loin de 90%, ce sont des gens de la famille qui les commettent. Et je sais, vous avez les stats en tête ou pas? Une fille sur 5 et un garçon sur 10. Sachant, donc victimes de violences sexuelles pédocriminelles, mais dont l'écrasante majorité sont des violences incestueuses. Les statistiques varient un peu, mais on serait à une famille sur 10 à peu près. Okay. Donc nous, quand je faisais là, des formations en milieu scolaire, donc y compris en primaire et en maternelle, ce qu'on expliquait au personnel socio-éducatif, c'est qu'en moyenne, sur une classe, vous avez déjà, dès la petite maternelle, vous allez avoir déjà 1 à 2 gamins qui sont victimes. Okay. Et donc, elle, ce qu'elle dit, c'est que cette théorie-là, en fait, elle a participé d'une forme de mystification autour de l'inceste, donc d'occultation, de silenciation des victimes et quelque part de reproduction, en fait, de ce phénomène social-là, en nous disant, ça n'existe pas, c'est un interdit fondamental et qui en plus est au fondement de notre humanité. Okay. Et donc, elle s'appuie aussi, on fait la pause là-dessus et je vais reprendre sur ce point-là. Elle s'appuie donc sur d'autres travaux, voilà, je ne rentre pas trop dans les détails, mais elle nous dit en fait l'interdit de l'inceste, et en fait plus largement, moi ce que je vous dis, c'est ce qui me semble que c'est pas à ce point, enfin, si, elle en parle un peu, cela dit, mais que l'interdit de l'inceste et du viol en général, c'est dépendant du statut, en fait, de la victime. Okay. Et que globalement, voilà, en gros, elle dit, donc, si c'était une esclave, une étrangère, etc., elle n'a pas davantage d'importance qu'un tabouret. Et ça, là-dessus, on a plein d'autres travaux qui démontrent que, par exemple, il y a les travaux de Viganello qui démontrent que les sanctions à la fois théoriques, pénales, à la fois théoriques et réelles pour viol étaient bien plus lourdes pour une femme mariée que pour une femme non mariée. Aujourd'hui, on a encore ça. Les femmes en prostitution, si elles viennent porter plainte pour viol, elles ont à peu près 0 probabilité que ça soit, que leur agresseur soit condamné. Mais je trouve que c'est aussi pour le statut de l'agresseur. Tout à fait. Parce qu'en vrai, on est partout, mais...
Absolument. Un blanc et qui Évidemment. de la même manière, noir ne sont pas de la même manière la fin de. Tout à fait. Mais sur l'inceste, je dirais qu'il y a une spécificité, c'est que, alors c'est, mais il y a vraiment une notion de propriété en fait, et même, évidemment, il y a un plus gros risque, enfin une plus grosse probabilité d'être condamné si l'agresseur est de classe populaire ou est un homme racisé. Mais disons que si c'est un homme racisé qui s'en prend à sa fille, il a quand même moins de risque d'être condamné que s'il s'en prend à une femme d'un autre homme et donc, ou d'une autre classe d'hommes, par exemple s'il s'en prend à une femme blanche. Vous voyez ? Oui. Le statut, c'est le rapport. Exactement. Mais c'est dans ce sens-là, tout à fait. Excellent, réflexion matérielle et dialectique, formidable, j'adore. On y est, super, ça commence à prendre. Enfin, c'était peut-être déjà là avant. Aussi sur le viol dans la loi, enfin sur l'homosexualité masculine, parce que l'homosexualité féminine de toute façon, enfin n'existe pas globalement, enfin pratiquement pas dans la loi biblique, c'est un non-sujet. L'homosexualité masculine va être condamnée d'autant plus sévèrement que le pénétrant, enfin en tout cas sur les deux, si vous avez deux protagonistes adultes, là c'est très grave, les deux doivent être lapidés, enfin voilà, là c'est extrêmement grave. Si il a, je crois, si l'un des deux a moins de 13 ans, oui, le moins de 13 ans je crois est exonéré et l'autre est puni moins sévèrement, et c'est sur un enfant de moins de 9 ans, les deux sont exonérés. Il n'y a pas crime. Et oui, parce que 9 ans, ce n'est pas un homme, c'est un enfant. C'est un petit garçon, donc un homme éventuellement en devenir, mais il n'appartient pas encore à la classe des hommes. Donc il n'y a pas de péché d'homosexualité. Je vais revenir dessus après, mais je vais... Ouais. Ça, les pédérastes, l'origine, l'insulte pédé, c'est un pédéraste, c'était un jeune avec un homme plus vieux, et c'était pas condamné. Parce que justement, alors ça fait partie des choses que j'espère qu'on aura le temps un peu de voir ensemble, mais en fait la manière, enfin on ne peut pas du tout projeter sur la Grèce antique notre vision de l'homosexualité comme attirance sexuelle et comme pratique de réciprocité. Il y avait effectivement un rapport, et en fait il n'y avait pas, si être le pénétrant n'était pas du tout vu à une forme de dévirilisation. En fait, la dévirilisation, c'était la place du pénétré, parce qu'en gros, c'est la place attitrée de la femme ou assimilée. En gros, je vous fais... Aujourd'hui, on a encore des choses comme ça, mais même, il peut y avoir passage à tabac, aujourd'hui, homophobe, d'un homme, peu importe qu'il soit le pénétrant ou le pénétré, à partir du moment où il a des rapports sexuels avec un homme. D'accord ? À l'époque, dans la Grèce antique, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Et c'est pas du tout pensé en termes d'attirance sexuelle ou encore moins d'identité sexuelle. J'ai vu un truc comme quoi l'homosexualité c'est vraiment aussi lié au sexe plus qu'à l'amour ou les sentiments qui peuvent leur être. Et du coup, c'est pour ça que c'est connoté encore plus négativement que. Enfin, non, il n'y a pas de raison, mais c'est vraiment connoté négativement parce que c'est vu comme juste sexuel. Dans notre société actuelle, alors je vais essayer de vous répondre de manière concise parce que je pense que vous avez besoin de la pause là et qu'on a encore plein de choses à voir aujourd'hui. Il y a une hypersexualisation et des personnes homosexuelles, une réduction de leur rapport, comment dire. Vous avez peut-être vu ça, même si les gens se cachent un peu plus aujourd'hui, mais des hommes qui sont là, à partir du moment où ils savent que machin est gay, ils sont persuadés qu'il va leur sauter dessus, comme si juste ils pensaient, enfin, comme s'ils étaient plus hypersexuels et quelque part plus, comment dire, oui, ils sont réduits à ça. À partir du moment où ils sont homosexuels, ils sont réduits à leur sexualité, et effectivement, il y a cette dynamique-là, et ils ne sont plus que ça. Oui. Alors, je ne le dirai pas exactement comme ça, mais allez, je finis là-dessus, si ça vous va, pour vous donner une pause. Mais je pense qu'effectivement, chez beaucoup d'hommes homophobes,
la manière dont ils perçoivent la sexualité des hommes homosexuels est une projection de leur propre rapport aux femmes, où ils estiment qu'ils pourraient être traités par cet homme-là comme, enfin, vus et traités par les hommes homosexuels comme eux voient et traitent leur propre objet de désir, à savoir les femmes. Ouais. Pourtant, c'est pas connu, mais il y a déjà des cas où il s'avérait qu'un hétéro viole un gay juste parce qu'il est gay. Mais du coup, comment on explique ça en fait, enfin, genre, Parce que, et donc finalement c'est aussi ça la question de cette histoire donc de pédérastie, etc. C'est qu'avant tout, ok, bon, alors je pense qu'on va passer du temps là-dessus, on va revenir là-dessus vraiment sur sexe et rapport de pouvoir, parce que avant d'être une histoire de sexualité où indissociablement le sexe est toujours une question de pouvoir en fait. et le genre aussi, mais du coup, forcément, Absolument. ça peut quand on traite le genre, et la sexualité. Tout fait. Et justement, c'est là que je vous disais, dans la Grèce antique, en fonction de où on est, est-ce qu'on est pénétrant ou pénétré, on est dévirilisé ou non. Et aussi la fonction qu'on avait en Grèce antique, notamment en tant que savant ou en tant qu'étudiant ou autre chose dans la société. Ou esclave, ou etc. Mais la place du pénétré était en gros réservée aux subalternes. Donc aux plus jeunes, aux apprenants, aux esclaves, etc. Donc finalement à des gens qui se retrouvaient à une place, comme les femmes quelque part, une place de subalterne par rapport à l'homme qui peut les utiliser sexuellement. Ok ? Ça va ? Le rythme est... On prend 10 minutes de pause, ça va ? Bon, tout ça, je vous l'ai dit. Tac. Alors, est-ce que vous vous souvenez un peu du cas des Toda, donc qui est une société indienne ? Peut-être pas, parce que je crois qu'on avait fini là-dessus, mais je vais renfoncer le clou. Vous l'aviez vu, cette slide ? On ne l'avait pas vue ? Ça vous dit rien ? Au dernier cours ? Elle était passée vite. Ok. Alors, les Toda, vous vous souvenez, c'est une société qui, de base, pratiquait la polyandrie, mais en lien, vous vous souvenez les différentes configurations que j'avais évoquées de sociétés où il y a de la polyandrie ? Les causes ? L'une des causes, c'est un déséquilibre marqué dans le sexe ratio. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, dans ce cas-là, c'est une société qui pratiquait l'infanticide sélectif des petites filles. Mais où les colons sont arrivés et puis on dit « Oh là là, ça ressemble pas du tout à notre format de mariage monogame, voilà, comme on estime que tout le monde devrait faire. » Et en fait, sous la pression des colons, il y a eu des transformations. Et donc, bon, c'est quand même un peu barbare. C'est vrai que les femmes ne sont pas tout à fait humaines, mais de là les tuer quand elles sont encore bébés, bon, c'est pas terrible, machin. Donc, sous la pression des colons, l'infanticide des filles diminue quand même, et donc du coup le sexe ratio se rééquilibre, ce qui modifie effectivement les pratiques matrimoniales, et on va avoir une pratique de la polyandrie qui va continuer, mais qui va être concomitante aussi de polygynie. Et donc l'interprétation de Lévi-Strauss, je ne sais plus comment il dit ça, mais que du coup pour lui c'est en gros... Donc là, c'était une polyandrie adelphique, c'est-à-dire que les femmes se mariaient avec plusieurs frères. Mais à partir de ce moment-là, les frères peuvent aussi se marier avec plusieurs femmes. Et donc, effectivement, du point de vue de Lévi-Strauss, c'est forcément les frères n'ont plus à se partager une seule femme, ils peuvent se partager plusieurs femmes. Enfin, les hommes peuvent avoir accès à plusieurs femmes. Il n'imagine pas l'inverse. Du coup, les femmes peuvent se retrouver à avoir des configurations. Vous voyez, c'est forcément du point de vue de l'homme. Des configurations matrimoniales qui varient. Donc, d'être marié plus seulement avec une seule fratrie, mais avec des hommes de plusieurs fratries. Lui, il le voit forcément du point de vue de les hommes, en gros, ont un cheptel plus élargi de femmes à partir de ce moment-là. Donc, voilà, c'est ça. Mais avec cette différence qu'au lieu de se partager une seule femme, il peut en prendre plusieurs. Qu'est-ce que vous en pensez de cette phrase ? Par rapport à tout ce qui a été dit jusque-là. Oui, Ewen. Vous pouvez redire ce que c'est la polyandrie ? La polyandrie, c'est donc la polygamie, mais où les femmes peuvent se marier avec plusieurs hommes.
Et polygynie, c'est l'inverse, et qui est la forme de polygamie la plus répandue. C'est les hommes peuvent se marier avec plusieurs femmes. C'est Capucine, c'est ça? Ouais. Et là, il dit au lieu de se partager une seule femme, alors que instinctivement, si on prend l'inverse de la polygamie, qui est un homme qui a plusieurs femmes, on va dire que c'est une femme qui a plusieurs hommes. Exactement. C'est pris dans le sens parce que c'est une femme. Exactement. Donc vous voyez, après, monsieur s'offusque et qu'on n'ait pas compris que, mais clairement, il n'est pas capable d'envisager, enfin il n'est pas capable, en tout cas, tout ce qu'il a écrit est basé sur un point de vue dans lequel les femmes, quelle que soit la configuration matrimoniale, elles sont partagées ou acquises comme des biens par les hommes. Ok? Mais, en fait, quelque part, on ne peut pas lui donner complètement tort pour cette société-là, parce qu'une société dans laquelle les filles sont infanticidées, a priori, il n'est pas complètement déraisonnable de se dire que c'est une société où elles ne sont pas tout à fait considérées comme humaines, et où effectivement, en fait, on se retrouve avec une homologie structurelle entre la manière dont les filles et les femmes sont perçues dans cette société-là, et la manière dont l'anthropologue occidental perçoit les filles et les femmes de sa propre société et des sociétés qu'il étudie. Vous me suivez? Quand je parle d'homologie structurelle, c'est que parfois, c'est ça qui est compliqué, c'est que les anthropologues vont avoir d'autant plus de mal à se dépêtrer de leurs propres préjugés sexistes, en fait, qu'il y a effectivement des similitudes dans la manière dont les femmes sont perçues dans les sociétés qu'ils étudient, et c'est effectivement le cas dans la plupart des sociétés. Ok? Et en fait, bon, je vais passer un peu plus vite, vu que vous avez tout, voilà, si ça vous intéresse, vous pourrez aller lire plus dans le détail. Mais en gros, il y a un certain nombre de théoriciens, notamment Gail Rubin, que vous avez là, qui, en gros, ce qu'elle dit, c'est, bon, bah, en fait, il a eu une intuition qui n'est pas complètement mauvaise, c'est qu'à la fois, il rend bien compte de quelque chose, je ne sais plus comment elle dit, mais qui est à la fois infiniment varié, mais en même temps d'une monotonie incroyable. C'est qu'on retrouve finalement de manière extrêmement transversale, peut-être pas universelle, mais quand même extrêmement répandue, de la domination masculine, et que la théorie de Lévi-Strauss, elle rend compte de ça. Le problème, c'est quand elle en rend compte de manière acritique. Donc elle nous dit, l'échange profond, donc en fait, à travers cette notion-là, il a une profonde perception d'un système dans lequel les femmes n'ont pas de plein droit sur elles-mêmes. Et c'est effectivement le cas, c'est là que je vous parle d'homologie structurelle. Mais elle dit que ça devient problématique, ça devient un outil d'obscurcissement, de mystification, s'il est vu comme une nécessité de la culture, ce qui est donc le cas, et lorsqu'on l'utilise comme seul instrument d'analyse dans l'approche d'un système donné de la parenté. Donc qu'on le plaque, cette grille de lecture-là, sur tous les systèmes, et qu'on n'est pas capable de voir qu'il y a effectivement des contre-exemples, aussi rares soient-ils. Ok? Et donc vous allez avoir, bon, Tabet qui dit à peu près la même chose, et qui fait du lien avec un texte de Nicole Claude Mathieu, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, et qui est vraiment, donc toutes les deux, Paola Tabet et Nicole Claude Mathieu. Alors Gail Rubin, c'est un peu plus compliqué. Elle vient pas tout à fait de la même école de pensée, mais la spécificité qu'elles ont, c'est que ce sont des féministes matérialistes. Et donc j'espère avoir quand même le temps de vous présenter un peu ce courant de pensée-là. Une des spécificités de la perspective matérialiste, c'est vraiment de dire on doit toujours s'intéresser donc aux pratiques concrètes, au contexte. Donc ça veut dire qu'on s'intéresse au contexte, qu'on ne peut pas plaquer des lois générales comme ça sans aller regarder les processus dynamiques qui sont propres à chaque société, et chaque société, on doit s'y intéresser pour elle-même et sans arriver avec une grille de lecture préconçue sous prétexte que quelque chose, en fait, où il faut faire attention au glissement entre le fait que quelque chose soit très répandu, voire même systématique, et qu'il soit nécessaire. Et le passement, généralement, c'est bon, bah, c'est universel, donc c'est naturel. Attention, c'est pas forcément le cas. Vous vous souvenez du texte de Sherry Hortner, qu'on a vu en séance 2, je crois, sur nature culture. C'est pas parce qu'elle, elle disait, bon, bah, on a bien un universel, mais un universel peut être expliqué autrement que par la nature. Ok? Oui? Du coup, ça s'oppose au formalisme.
Exactement. Le formalisme est un idéalisme. Et c'est là-dessus que... Je vais peut-être embrayer directement là-dessus. Je vais embrayer directement là-dessus, je pense. Toc. Ouais, je vais vous faire taber. En fait, la différence, si vous voulez, c'est que les matérialistes vont vraiment s'intéresser en fait à ce que sont les pratiques donc concrètes, la réalité sociale concrète, alors que Lévi-Strauss essaie d'assumer. Lui, si vous voulez, ce qu'il cherche à faire, c'est une espèce de métapsychanalyse des sociétés. C'est quoi l'inconscient des sociétés à partir des règles officielles, en s'intéressant pas aux pratiques. Mais encore une fois, je vous disais, en théorie, parce que dans les faits, les pratiques, ça m'intéresse à partir du moment où ça va venir corroborer seulement sa théorie. D'accord ? Donc effectivement, tout à fait. Vous avez une opposition entre une approche matérialiste et une approche formaliste. Et donc, vous vous souvenez tout à l'heure la critique que j'ai faite sur cette analyse un peu tautologique de l'interdépendance des femmes et des hommes. Okay, oui, d'accord, mais après tout, ok, bon, ton histoire du mariage, de l'exogamie, de machin, ça peut expliquer, ou être expliqué par cette nécessité-là, mais cette nécessité en tant que telle, elle n'est pas justifiée. C'est un axiome, en fait. Il part du principe que, bon, bah, il faut garantir cette interdépendance-là et qu'on la garantit par le mariage et l'exogamie, mais elle n'est pas justifiée. Et Tabet, en fait, elle permet de sortir pour moi de cette explication tautologique, puisqu'elle considère qu'en fait, on n'est pas du tout dans un état d'interdépendance, il n'y a pas de réciprocité, mais il y a une mise sous tutelle, il y a une mise sous dépendance, une suggestion des femmes qui, effectivement, passe notamment par l'échange. Et elle va théoriser, je n'ai pas dû vous le mettre d'ailleurs, mais parce que j'en parle dans le cours suivant, elle va théoriser l'échange économico-sexuel. Donc elle se base, je pense qu'on reviendra dessus plus dans le détail sur sa théorie la semaine prochaine, mais en gros elle va se baser notamment sur les situations, enfin sur l'analyse en fait d'une pratique chez les trop brillante, telle qu'analysée par Malinowski, à savoir ce qui pourrait ressembler à de la prostitution chez nous. En tout cas, il y a interaction sexuelle qui est suivie d'une contrepartie, soit en termes de, enfin, d'une contrepartie, soit en gros matériel. Pas forcément de l'argent, mais en tout cas, il y a un paiement, si vous voulez, qui se fait. Et elle remarque que ça soit chez les trop brillants ou ailleurs, ceci est spécifique, c'est unilatéral. C'est quelque chose qui se fait toujours, dans un sens, ce sont les hommes qui payent les femmes en échange d'un rapport sexuel. Et donc elle dit que ce faisant, en fait, ça signale la sexualité des femmes et celle des hommes comme étant en fait différentes, traitées différemment, et étant perçues comme ayant en fait une sorte d'essence. Elle ne dit pas qu'il y a une essence différente, mais que dans les sociétés où ces pratiques ont cours, la sexualité des femmes et des hommes va être perçue comme étant porteuse d'une essence différente. Okay ? Et donc qu'à ce moment-là, en fait, la sexualité des femmes, c'est plus lié au désir, mais ça devient un travail. Okay ? Et donc il y a un marché qui se constitue autour, en fait, de l'accès au corps des femmes. Et que ce qu'elle remarque, ce qu'elle théorise, c'est que pour elle, c'est lié au fait que, et qu'on trouve ça dans des sociétés, en fait, sur la plupart des sociétés, mais en tout cas, toutes les sociétés où on va trouver ces pratiques-là, ce sont des sociétés où les hommes monopolisent la technique, les outils, donc les moyens de production, les armes et les richesses. Et donc que du coup, la seule chose, en fait, c'est les prolétaires des prolétaires, hein, elles n'ont plus que leur force de travail et leur corps comme bien, en fait, et que donc il y a un marché qui se crée autour de ça, l'accès au corps des femmes, ok, et que en fait ce monopole-là, donc des richesses et des moyens de production et des armes, donc de la violence, place les femmes en situation de dépendance et qu'elles sont obligées de rentrer
dans ce continuum de l'échange économico-sexuel. Donc où la sexualité n'est plus liée à un désir mutuel, mais à des enjeux économiques. Ok ? Et que ce que Lévi-Strauss prend pour de l'interdépendance, c'est juste, en fait, l'assujettissement des femmes. Ça va ? Le rythme est toujours... Ouais ? Ok. Ok. Et donc, pour elle, c'est ça qui est le fondement de l'organisation de toute société, ou du moins toute société patriarcale, mais en tout cas toutes les sociétés telles qu'analysées par Lévi-Strauss, où il y a bien échange des femmes, c'est ça qui est sous-jacent en fait. C'est de la domination masculine. Ok ? Je voulais quand même finir là-dessus. Alors, oui. Le mot tautologique, je ne l'ai pas du tout. Ok. La tautologie, alors avec quoi je vous l'avais expliqué la dernière fois, c'est une explication circulaire. Si vous voulez, c'est qu'on va expliquer, par exemple, je crois que je vous avais donné l'exemple très souvent, mais même, enfin moi dans ma formation, je me souviens que on m'expliquait le machisme en Amérique latine par la culture latino-américaine. Donc on explique un phénomène culturel par la culture, c'est formidable, en ayant dit ça, on n'a rien dit. Vous voyez ? Si jamais vous avez d'autres exemples pertinents d'explications tautologiques, n'hésitez pas. Il faudrait que je vous trouve un exemple. Mais voilà, celui-ci est assez parlant, où qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme explication tautologique ? Souvent, les explications par la nature sont assez tautologiques aussi, mais c'est vraiment, vous allez tourner en rond, vous allez expliquer l'effet par... Enfin, vous voyez, l'effet et la cause vont être une seule et même chose, en fait. Et donc, je ne sais pas, on va dire, on explique les violences policières parce que les policiers sont violents. Oui, d'accord, mais s'ils sont violents, enfin, pourquoi ? Qu'est-ce qui permet... Et contre qui sont-ils violents, vous voyez ? Si on a une approche matérialiste, il va falloir s'intéresser à d'accord, mais pourquoi est-ce que c'est la formation des policiers et vous voyez leur socialisation professionnelle qui crée ça? Est-ce qu'il y a déjà en fait un recrutement de personnes qui auraient des plus grandes dispositions à la violence, etc. Voilà, quand on sort d'une explication tautologique, on va aller chercher des causes, vous voyez, externes au phénomène qu'on cherche à expliquer. Alors que sinon, on va l'expliquer par lui-même, en fait. Ça va? Est-ce que ça vous paraît clair comme explication? Si vous avez d'autres exemples qui vous paraissent illustrer mieux ce que c'est que la tautologie, n'hésitez pas. Ça va? Voilà, donc pour moi, l'exemple de Lévi-Strauss que je vous disais, c'est il explique Mano Lévi-Strauss, il explique la supposée interdépendance par le besoin d'interdépendance. Vous voyez? Oui. Il y a un truc de ça peut faire passer des faux trucs, enfin des trucs pour vrai alors qu'ils ne le sont pas en... Souvent, c'est vraiment ça tourne en rond, en fait. Et selon comment c'est formulé, ça peut avoir l'air de tenir la route, mais en fait, c'est vraiment c'est de la pensée circulaire, quoi. Oui. Et ça amène un peu une logique comme si c'était un peu linéaire, genre les choses, elles sont comme ça parce qu'elles sont comme ça, et en fait, ça ramène un peu à cette genre de la nature, il y a des choses qu'on n'explique pas trop. Exactement. Ouais. Comment? Oui, c'est ça. Bah oui, mais on va... Enfin, vous voyez, ouais, alors... Ce qui est compliqué, c'est que l'explication par la nature, alors elle est problématique à plein d'égards, mais elle n'est pas forcément tautologique, parce que par exemple, vous allez expliquer des phénomènes sociaux par un phénomène biologique. C'est problématique à plein d'égards, mais c'est pas forcément la tautologie. Ok, ça va? Attendez, je regarde combien de temps j'ai, je vais peut-être devoir passer. Ouais, ok. Bon, on va quand même passer un petit peu au matérialisme. Si je vous dis matérialisme, ça vous dit quoi à vous? Tout va bien? Ah, vous devez partir. Ok. Je suis désolée pour cet horaire pourri. Hein.
matérialisme, ça vous dit quoi? Ça vous parle? Bon, à part ce que je vous en ai dit. Pas tellement en termes de rapport théorique, enfin de concept, je vais y arriver, d'école de pensée. C'est pas des choses que vous avez vues. Ok, bon, on va essayer de passer assez vite, mais c'est quand même important. Est-ce que quelqu'un a un exemple? Le marxisme est un matérialisme. Souvent, les deux ont été confondus, et c'est ça que je vais essayer de finir là-dessus. Je vais essayer de vous libérer un tout petit peu avant l'écart. Donc on va essayer de finir ça en un quart d'heure. En gros, on va avoir une pensée qui va se développer au 19e siècle, donc qui est le matérialisme dialectique, qui va se construire en fait en double opposition avec et la métaphysique et l'idéalisme. Donc, c'est Marx et Engels, surtout je vais vous passer un peu plus vite que ce que j'ai écrit là, mais qui vont, si vous voulez, faire une rupture à la fois philosophique, théorique, épistémologique, avec les manières dominantes de penser le monde, et à la fois de penser le monde social, mais aussi physique, qui étaient en vigueur à l'époque. Donc, il y a 3 principes. Je vous ai mis, moi, ce qui m'a vraiment aidé à comprendre ce que c'était que les grands principes du matérialisme, c'est ce bouquin-là qui est super bien expliqué, donc j'espère vous donner quand même des billes, mais voilà, je recommande fortement ce bouquin-là. Donc, il y a 3 grandes lois. La première, c'est la matière est déterminante dans les phénomènes aussi bien naturels que sociaux, mais aussi dans la conscience. Je vous lis les 3 et je les développe ensuite. Le moteur du changement est l'unité des contraires. Le changement procède par bond qualitatif, fruit d'un mouvement permanent entre forces antagonistes. En gros, pour faire court, l'idéalisme, c'est une pensée qui se base donc sur les idées. Donc c'est ce que vous allez avoir. Descartes est l'archétype de l'idéalisme. Je pense donc je suis. Ce que dit d'ailleurs, j'aurais dû vous le mettre, c'est Delphi qui fait une blague en disant mais il ne réfléchit pas, il ne voue pas une demi-pensée aux conditions matérielles qui lui permettent de penser. Parce que si monsieur n'était pas nourri, logé, blanchi, etc., enfin, s'il n'y avait pas des gens qui travaillaient en fait à lui fournir de l'énergie avec laquelle il pense, bah, il ne penserait sûrement pas à grand-chose. Mais ce n'est pas lui qui s'en occupe. Toutes les nécessités matérielles de son existence sont assurées par le travail d'autrui. Donc il peut se permettre de se penser comme pur esprit, qu'il n'a pas à penser, c'est pas lui qui s'occupe en fait de sa subsistance physique, si vous voulez. Okay. Donc c'est l'idée que la matière est déterminante dans les phénomènes naturels, sociaux, et c'est un terme complètement anachronique, je veux dire, mais aussi cognitif. Eux, ils vont théoriser que c'est aussi la matière qui est la source de la conscience. Je pense que vous savez peut-être que pendant très longtemps, mais c'est une pensée qui existe encore aujourd'hui sous plein d'avatars différents, mais notamment on a ça chez Descartes, on a un dualisme très fort, il y a le corps et l'esprit. D'accord ? Donc l'esprit, la pensée, c'est quelque chose qui existerait comme ça, indépendamment de notre corps. C'est comme ça que les gens se représentent le monde, et c'est comme ça que la plupart des penseurs de l'époque théorisent la pensée humaine. Eux, ce qu'ils nous disent, et c'est révolutionnaire, à une époque où on n'a pas encore découvert les neurones, c'est 1897, Ramon Cajal, la découverte des neurones, les premières observations, bref. À une époque, on connaît l'existence du cerveau, mais pendant longtemps, on a pensé que le siège de l'esprit était le cœur. Vous savez ça. D'ailleurs, on a hérité, je vous l'ai peut-être déjà dit aujourd'hui, le fait que la vraie mort, ce ne soit pas la mort cérébrale, mais la mort cardiaque, c'est un héritage de cette pensée-là, où le siège de l'âme et l'esprit, c'était le cœur. Okay. Et donc, eux, ce qu'ils me disent, c'est non, c'est la matière. Donc, c'est la matière-corps qui crée la pensée. Et aujourd'hui, c'est effectivement ce qu'on en sait de la conscience et de notre capacité à penser, elle est basée sur de la matière, sur des neurones, alors, basée sur de la matière, sur des échanges de molécules, etc., mais qui sont aussi de l'énergie. En fait, ce qu'ils vont nous dire,
ce qui explique le matériel, enfin, ce que théorise le matérialisme, donc qui est vraiment si vous voulez, au départ, une école de pensée, un paradigme en fait de pensée du monde. C'est donc que c'est la matière qui est le point de départ, mais elle ne nie pas l'existence de l'énergie. Vous voyez, le matérialisme permet tout à fait de penser, en fait, elle ne les pense pas comme séparées. Elle dit l'énergie, la conscience, elle est basée sur de la matière. Ok ? Et donc, par exemple, si on a de la conduction d'électricité, elle ne se fait pas dans rien, elle se fait dans la matière. Oui, Capucine. Et du coup, par rapport à la religion, le matérialisme, c'est un peu quand même... Alors, on va avoir, alors ça dépend, il va y avoir du marxisme très orthodoxe, etc. Pour eux, les phénomènes religieux, effectivement, donc là, ce qu'ils appellent dans le matérialisme plutôt historique, les phénomènes religieux, c'est ce qu'ils appellent de la superstructure, et qui serait le reflet d'une infrastructure matérielle. Je vais y venir, parce que sur le social, je pense que d'abord, il faut que vous compreniez les grands principes, mais effectivement, la religion peut être comprise comme une manifestation idéale de structure sociale matérielle, notamment liée au rapport de production. Ça me paraît peut-être pas très clair encore. J'essaie de finir sur... Je développe tout le reste et j'essaie de revenir et vous me dites et on va finir là-dessus, je pense, aujourd'hui. L'autre principe, donc souvent on a reproché aux matérialistes, du coup, effectivement, par exemple, de ne pas s'intéresser aux phénomènes idéologiques ou la religion, etc. C'est ça qui ne s'y intéresse pas, c'est qu'ils considèrent qu'on ne peut pas s'y intéresser comme étant séparé de la matière, de la matérialité des choses. Donc quand je dis la matière, c'est la matière corps, mais c'est aussi les rapports de la matière sociale. Et la matière sociale, c'est les rapports de production. Qui produit quoi, dans quelles conditions, au bénéfice de qui. Okay. Ça, c'est ce qu'ils appellent la matérialité sociale. B, le moteur du changement est l'unité des contraires. Donc là aussi, la métaphysique, en fait, elle pense, la logique de la métaphysique, c'est l'opposé des contraires, elle ne pense pas les termes intermédiaires. Quelque chose ne peut pas être... vous voyez, par exemple, et c'est ça qui fait que pendant très longtemps, on était incapable de penser la lumière, qui avait des controverses, et non, c'est corpuscule, non, c'est de l'énergie. Aujourd'hui, on sait que c'est les deux. Et ça, c'est quelque chose que propose, en fait, la pensée, que propose la pensée matérialiste. C'est généralement non seulement que les contraires ne sont pas nécessairement opposés, mais qu'en fait, ils sont unis par un rapport dialectique, par un rapport dynamique. D'accord ? Donc, par exemple, dans les rapports sociaux, on va avoir les contraires, c'est des classes antagonistes, les exploités et les exploiteurs. On ne peut pas les penser indépendamment, ils forment une unité. D'accord ? De la même manière que la lumière, elle, à la fois corpuscule et onde, ça forme une unité. Ce qui, jusque-là, par une pensée métaphysique et pensé comme des contraires, doit être pensé ensemble. Ça va ? Vous arrivez à me suivre ? Encore ? Ok. Donc, ça vaut pour les phénomènes physiques, ça vaut pour les phénomènes sociaux. C'est important que vous voyez, notamment pour les phénomènes sociaux, bien sûr, ici. Et les changements procèdent par mots qualitatifs, qui sont le fruit d'un mouvement permanent entre ces forces antagonistes. Donc, si vous voulez, dans la nature, par exemple, si on prend le phénomène d'ébullition, l'eau, quand elle se met à bouillir, c'est pas apparu comme ça. Vous voyez, il y a eu quelque chose qui s'est passé progressivement avant. D'accord ? Il y a eu plein de petits changements quantitatifs, micro, qui sont au début imperceptibles et qui, à un moment donné, produisent un changement qualitatif, en l'occurrence le changement d'état de l'eau. Ce que théorisent les matérialistes, c'est que c'est la même chose dans les sociétés. Vous savez, souvent les analyses un peu médiatiques, un peu superficielles, par exemple des révoltes, des émeutes dans les banlieues, c'est souvent oh là là, il y a une explosion de violence, puis on ne comprend pas bien d'où ça sort, comme si ça sortait du jour au lendemain. Ou à chaque fois dans les révolutions, bien sûr que non. En fait,
le matérialisme dialectique, le matérialisme historique en particulier, ce qu'ils me disent, c'est qu'il y a eu une accumulation de phénomènes qui au départ étaient imperceptibles et qui ont abouti à ce changement-là, qui n'est pas une bascule comme ça du jour au lendemain. Ah bon, bon, voilà. Mais qui est évidemment le fruit de processus longs et qui mettent du temps avant de se traduire en un phénomène social d'ampleur qui est perceptible comme tel. Ok ? Important aussi, donc dans le matérialisme, il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc on a des forces antagonistes qui, quelque part, en fait, ils repensent aussi le rapport entre la cause et l'effet, quelque part. Ou par exemple, je vais prendre l'exemple de l'arbre et de la graine. En fait, on va avoir, si vous voulez, pour eux, la graine, elle est porteuse de l'arbre, et il y a une force antagoniste, c'est que la graine, il va falloir qu'elle nie son état de graine pour devenir l'arbre, si vous voulez. Enfin, qu'elle nie. Enfin, qu'elle nie, c'est pas ça, mais il y a des forces qui transforment la graine en quelque chose qui n'est plus la graine, qui va devenir un arbre, qui lui-même, après, va donner des fruits, qui vont donner des graines, etc. D'accord ? Donc, quelque part, la graine, en tant que telle, elle est porteuse de sa propre négation. Force antagoniste, l'unité des contraires, le moteur du changement. Vous arrivez à me suivre, c'est que la graine est porteuse en tant que telle de sa propre négation en tant que graine. Et c'est important, ça que vous ayez aussi en tête, dans le matérialisme, il n'y a pas donc de retour en arrière. C'est pas parce que la génération suivante, on aura à nouveau des graines, on n'est pas revenu en arrière. C'est des cycles, et le matérialisme historique pense plutôt ces cycles-là en termes de spirale ascendante. Donc on peut revenir, il va y avoir quelque part des cycles où on revient à quelque chose de similaire, mais on ne revient pas en arrière. D'accord ? Donc ça vaut pour la perception historique. J'imagine qu'il me reste 3 minutes. Ça va à peu près ? C'est pas évident, mais en même temps, il y a besoin quand même de ces bases-là. Allez, bon, je vais finir là-dessus. Je sais pas trop comment je reprendrai là. Non, on va s'arrêter là, parce que je voudrais savoir un peu ce qu'il nous reste de temps. Bon, j'avais prévu de faire le féminisme matérialiste aujourd'hui. J'aimerais vraiment bien le faire avec vous parce que, comme je disais, pour moi, c'est une grille de lecture qui, en plus, vous permettrait vraiment d'être outillé pour ce que je voulais faire après. Et qui, je pense, je sais que là, pour moi, ça vous paraît un peu abstrait, mais il y avait besoin que je vous donne ces bases-là pour que vous compreniez ensuite quelles sont les spécificités d'une grille de lecture, donc y compris en anthropologie. Quels sont les apports du féminisme matérialiste. Enfin voilà, il faut que vous ayez un peu ce bagage-là. Donc je pense vraiment important. En plus, allez, je vais vous les vendre bien. Une des grandes caractéristiques du féminisme matérialiste, c'est l'humour. Et donc, j'ai prévu de vous faire écouter des trucs un peu sympas et drôles. Donc voilà, j'aimerais vraiment bien avoir ce cours-là. Et après, dans les 2 cours qui restaient que je voulais vraiment voir avec vous, c'est le lien, les différentes manières d'appréhender sexe et genre, le lien entre les deux et dans les différentes sociétés. Il y a aussi, que je pense important justement parce que j'avais, en gros, la grille de lecture féministe matérialiste, pour moi c'est celle qui est la plus adaptée à comprendre les rapports sociaux de sexe en termes de rapport de pouvoir. Mais je voulais aussi vous proposer, en fait, notamment avec Godelier et compagnie, il y a d'autres penseurs, enfin d'autres chercheurs, d'autres anthropologues, pas du tout matérialistes, mais qui ont quand même pensé la domination masculine. Donc j'avais quand même envie de vous, parce que de ne pas juste prêcher pour ma paroisse, parce qu'il y a aussi des choses très intéressantes qui ont été faites, et voilà, vous donner un peu les deux. Des outils aussi pour voir quel courant théorique vous parle le plus une fois que vous aurez vu un peu les deux, quoi. Et effectivement, dire il n'y a pas, enfin voilà, l'explication de la domination masculine n'est pas l'apanage du matérialisme, on peut l'expliquer autrement. Et j'aurais bien aimé aussi, mais du coup ça veut dire sacrifier un autre cours
voir avec vous, mais c'était une séance entière, donc je ne sais pas du tout comment faire tenir sur une demi-séance, mais en gros, déconstruire l'idée du mythe matriarcal. Parce que, en gros, aujourd'hui, ce que c'est, enfin, à partir de ce qu'on connaît, de ce qu'on a en termes de données préhistoriques et anthropologiques, le matriarcat, on n'a aucune trace de quoi que ce soit qui ressemble à un matriarcat. Donc, il y aurait en gros 3 thèmes. Enfin, il me reste le féminisme matérialiste. Ça, je crois que c'est, pour moi, c'est non négociable, sauf vraiment si vous me dites, mais je vois pas. Enfin, voilà, ça va être compliqué d'aborder la suite. Du coup, sexe et genre. Est-ce que vous les avez clairement? Il y aurait le lien entre sexe et genre, l'approche symbolique de la domination masculine, et en gros les questions du matriarcat. Ça, ce seraient les 3 thématiques. Il faudrait en choisir 2 là-dedans. Est-ce qu'il y a des préférences? Est-ce qu'on fait, vous pensez quoi? Vous parlez, on fait à main levée? Il y a des retours plus qualitatifs. Qui préférerait avoir vraiment la sexe et genre en anthropo? Ok. Qui tient absolument à avoir un peu la pensée symbolique, etc., donc notamment les interdits. Je vous explique un peu plus et on va voir pourquoi, l'explication de pourquoi les femmes n'ont pas le droit de chasser, par exemple, dans la quasi-totalité des sociétés, expliqué par l'idéologie, le tabou des règles, etc. Matriarcat. Okay. Bon, je vais voir si j'arrive à vous faire quand même. Je vais voir comment je gère si j'arrive à vous faire un bonus de 10 minutes sur matriarcat.